Bon, nous allons démarrer maintenant. Je voudrais vous remercier encore une fois pour votre participation. Je voudrais m'assurer que vous m'entendez bien et que vous voyez la présentation qui est affichée. Comme je le disais, nous avons coupé les micros des participants ainsi que les vidéos pour éviter qu'il y ait des interférences dans la présentation. Au cours des séances de questions-réponses, en ce moment, nous pouvons activer au moins le micro pour permettre aux gens de poser les questions. Alors, merci encore. Moi, je me présente, c'est Fonton Sylvestre Ronvou. Je suis directeur gérant du cabinet FSH Perspective, aussi expert en finance inclusive responsable. Alors, nous avons voulu faire cette présentation, ce webinaire, à l'endroit des institutions de microfinance pour les aider à faire face efficacement à la pandémie de la COVID-19. Et puis, nous avons voulu aussi relayer une publication importante dans ce sens qui a été faite par ADA, qui est une organisation internationale d'assistance technique et de financement des institutions de microfinance. Nous savons souvent que nos institutions n'ont souvent pas le temps pour étudier les documents qui sont à leur disposition et nous voudrons leur permettre de mieux comprendre ce document, de saisir les opportunités que leur offre ce document pour pouvoir efficacement faire face à la pandémie de la COVID-19. Alors, mais avant d'aller au niveau du cœur de la présentation, nous allons vous parler un peu du cabinet FSH Expertise, qui est un cabinet de conseil et de formation qui est basé au Bénin et qui vise essentiellement à accompagner les institutions, les organisations aussi bien du secteur financier que d'autres secteurs pour les accompagner à plus d'agilité dans la transformation, l'amélioration des performances et de la satisfaction des clients. Donc, nous voulons faire en sorte que nous apportons de la valeur ajoutée aux organisations pour leur permettre de s'adapter à l'environnement qui évolue à un environnement à une vitesse très grande et aussi de mettre les clients, les consommateurs de leurs différents produits au cœur de leurs activités. Et nous offrons des études, nous faisons des études, nous faisons des formations, nous faisons aussi de la gestion des ressources humaines, nous développons parfois des services financiers digitaux, nous assurons la communication digitale et nous sommes aussi dans l'événementiel, notamment l'organisation d'événements techniques pour certains secteurs comme la microfinance par exemple. Alors, l'orientation du cabinet actuellement, c'est un peu vers le secteur de la microfinance, c'est parce que les profils des acteurs qui animent ce cabinet sont pour la plupart des gens qui ont de l'expérience dans le secteur de la microfinance. Mais nous pensons que très rapidement, nous allons nous intéresser à d'autres acteurs, à d'autres secteurs pour faire valoir notre expertise, surtout accomplir notre mission. Alors, nous avons nos experts, nos consultants qui animent le cabinet ont déjà réalisé des missions pour plusieurs organisations, dont quelques-unes sont présentées. Nous avons le projet ADAPAMI au Bénin. Plusieurs APSFD ont déjà bénéficié des services de nos consultants. Nous avons travaillé aussi pour l'Organisation des Nations Unies comme le PAM, Programme alimentaire mondial, le Fonds pour la microfinance au niveau du Congo et aussi pour ADA. Ça, c'est quelques exemples que nous avons partagés avec vous. Donc, vous voyez bien afficher nos contacts. Donc, si vous avez éventuellement besoin de nos services, vous voulez bien nous contacter. Donc, ceci étant, nous allons revenir un peu au sujet de notre échange d'aujourd'hui. Alors, pourquoi nous avons souhaité faire ce webinaire à l'endroit des institutions de microfinance, du secteur de la microfinance? D'abord parce que la COVID-19, telle que ça a été annoncé, c'est vrai que l'Afrique aujourd'hui n'est pas
une zone où il y a beaucoup de dégâts, mais on constate que la pandémie s'installe dans la durée. Il n'y a pas beaucoup de morts chez nous, mais chaque jour qu'on fait, il y a des nouveaux contaminés et tout ça montre que la pandémie risque de rester longtemps et on doit se préparer effectivement à lui faire face, lui faire face de façon efficace pour permettre aux institutions, malgré la pandémie, de continuer à faire leurs opérations. Donc, nous voulons le faire en présentant un peu un document dont j'ai parlé, les orientations que l'ADA, en tant qu'organisation d'assistance technique et de financement des institutions, a adressé à l'ensemble du secteur, partager cela avec vous, montrer comment vous pouvez utiliser les institutions de microfinance, peuvent utiliser de façon efficace ce document pour pouvoir améliorer, pour s'adapter à la pandémie, aux exigences, aux nouvelles contingences que cette pandémie-là amène et continuer effectivement à réaliser les activités à travers peut-être un plan de crise, de gestion de crise et de continuité des activités. Donc, on va essayer rapidement de voir. Vous savez déjà beaucoup de choses sur la COVID-19. Donc, c'est une maladie infectieuse qui est apparue en Chine et puis depuis la période de février 2020, c'est attaqué à l'ensemble du monde. Donc, tous les continents aujourd'hui sont touchés. Et les principaux symptômes, vous les connaissez, c'est surtout les difficultés respiratoires qui sont les cas les plus graves. Et les symptômes peuvent n'apparaître que 14 jours après. Et ça a amené l'OMS à déclarer que effectivement, nous sommes en phase d'une pandémie puisque tous les continents sont touchés. Alors, qu'est-ce qu'on a remarqué au niveau des effets de cette épidémie sur les activités? C'est clair qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que la pandémie a un impact sévère sur les activités, notamment les activités liées au secteur du tourisme, du voyage, les produits agricoles, puisque beaucoup de frontières sont fermées. Quand on prend le cas du Bénin, ceux qui ont l'habitude de vendre les produits agricoles comme l'ananas au Nigeria, eh bien, les ananas sont actuellement en train de pourrir dans les champs. Et le transport aérien pratiquement est à l'arrêt. Quand on prend, par exemple, la zone Yomoa, 95% il y a une baisse de 95% des activités liées au secteur du transport aérien. Donc, c'est montré que effectivement, cette pandémie est en train de toucher durablement certains secteurs d'activité et il faut vraiment prendre des mesures. On peut observer par endroits des diminutions des prix des produits de base dû à la baisse de la demande, comme les gens n'ont peut-être pas les moyens de transformation, les produits frais sont souvent bradés afin de ne pas subir des pertes. Et les transferts de fonds, par exemple, on a constaté vraiment qu'il y a une nette diminution de ces transferts de fonds puisque les opérations de transfert ne se font pas très bien. Déjà, avec les mesures de confinement, il y a moins de déplacements, il y a moins d'ouverture des guichets de certaines sociétés de transfert d'argent pour faciliter le transfert des fonds. Beaucoup d'entreprises ont fermé de façon temporaire ou définitive. Il y a la hausse du chômage. Effectivement, des gens ont été licenciés dans le cadre à cause de la pandémie. Il y a la baisse de la consommation et peut-être parce qu'on ne sort plus, on est à la maison. Donc, les éléments qu'on a l'habitude de consommer, on ne les utilise plus parce qu'on ne trouve pas que c'est nécessaire. Et cette contraction de l'économie joue sur les taux d'intérêt, joue sur la valeur de la monnaie. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont en train de mettre en difficulté l'économie. Et sur le plan de la santé, les employés, les clients, les gens peuvent être touchés par la pandémie parce qu'un de leurs proches a été contaminé. Et si la personne est contaminée, elle ne pourra plus mener ses activités. Donc, on voit bien que cette pandémie, sa caractéristique, la nouveauté qu'on a avec cette pandémie, c'est que ce n'est plus un truc seulement lié à la santé, mais aussi lié à l'économie. Ça joue
vraiment, c'est en train de détruire les secteurs d'activité, c'est en train d'amener beaucoup de pertes au niveau de certaines activités. Et quand on vient au niveau dans le secteur de la microfinance, comme les institutions financières, on regarde bien qu'il y a des impayés qui vont commencer par augmenter. Il y a des problèmes de remboursement de crédit parce que les gens ne peuvent plus se déplacer à temps pour pouvoir faire les opérations, ainsi de suite. Donc, et la corollaire de ça, c'est qu'il y aura des difficultés de solvabilité au niveau des institutions parce que moins vous avez de remboursement de crédit, moins vous avez des dépôts de clients, et c'est clair que vous allez avoir des difficultés au niveau des opérations. Et au niveau réglementaire, des dispositions ont été prises aussi par plusieurs banques centrales pour, par exemple, autoriser un certain nombre de reports de crédit. Les dernières statistiques au niveau du Sénégal montrent que plus de 65%, plus de 40% des entreprises de l'informel ont perdu 65% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même quelque chose c'est quand même une perte énorme et ça va être difficile aux gens de pouvoir réellement se l'approprier, de retrouver leur niveau d'activité. Alors, qu'est-ce que ADA nous propose en tant qu'institution de microfinance à faire dans le cadre de la COVID pour pouvoir efficacement faire face à la pandémie, mais également continuer notre activité et gérer les risques que la pandémie nous amène. Nous allons commencer par le voir. Alors, là, Ada nous propose une démarche. Ada nous propose une démarche que j'ai essayé de résumer en quatre points. D'abord, le diagnostic. Il faut évaluer la situation parce que si vous vous mettez à prendre des décisions sans savoir exactement de quoi il est question, ça va être difficile pour vous de trouver des solutions. Ensuite, il faut analyser les différents scénarios, les scénarios possibles, les scénarios même les plus invraisemblables pour pouvoir se préparer à les affronter. Ensuite, il faut évaluer la liquidité parce que c'est important, parce qu'au-delà de tout ce qu'on dit, si vous n'avez pas les moyens, les ressources financières pour faire face à vos engagements, notamment les dépôts le retrait des dépôts des clients, les engagements vis-à-vis des banques et peut-être d'autres partenaires financiers, vous allez courir le risque de solvabilité et ça va agir non pas seulement sur vous, mais sur l'ensemble du secteur parce que s'il y a une institution qui est incapable de faire face à ces engagements, eh bien, on peut déduire que les autres institutions vont avoir le même problème et il y aura une course vers le retrait des dépôts et on va assister à un crash carrément du secteur financier, notamment au niveau des institutions de microfinance. Ensuite, quand vous avez fini de faire l'évaluation, on vous propose d'avoir un plan d'action de continuité d'activité, de gestion de crise effectivement, pour pouvoir communiquer facilement, pour pouvoir préparer les décisions que vous allez prendre, notamment les décisions qui ont besoin d'être préparées, qui ont besoin d'être suivies au jour le jour, savoir qui fait quoi, et ensuite mobiliser des acteurs aussi bien à l'interne qu'à l'externe pour pouvoir vous accompagner dans la mise en œuvre de ce plan-là. Alors, au niveau du diagnostic, la première chose que propose ADA, c'est la mise en place d'un comité de crise. C'est important parce que la crise que nous suivons, ce n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi une crise sociale, c'est aussi une crise économique. Et ça a des effets multidimensionnels, comme on vient de le voir. Ça nécessite des décisions à dire rapides. Donc, il faut que tous les acteurs concernés par l'institution soient impliqués, voir l'importance, l'utilité, l'urgence de certaines décisions pour pouvoir participer à la mise en œuvre de ces décisions-là. Et qui pourraient être les membres de ce comité de crise? On vous propose d'avoir le directeur général ou le président directeur général, les membres du conseil d'administration pour faciliter la prise de décision. Tous les responsables des départements de l'institution des différents départements de l'institution doivent être présents pour participer réellement au travail d'analyse, de définition des scénarios, de répartition des tâches, hein, et de communication aussi à l'endroit des autres membres du personnel pour avoir leur adhésion
pour la mise en œuvre des décisions. Et là, vous voyez que tout le monde est concerné par cette crise et on propose qu'ils soient membres du comité, donc les responsables du département des opérations financiers, le responsable financier, le responsable des opérations, le responsable informatique, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'informatique devient quelque chose d'utile. Les nouvelles technologies deviennent quelque chose d'utile et que cela peut être un des moyens pour limiter les effets de la crise. Et les responsables des ressources humaines, parce qu'il y a des choses à faire au niveau des ressources humaines. Le fait de mettre les gens en télétravail, le fait de rechanger les heures de travail, et ainsi de suite, ça a des implications sur la gestion des ressources humaines. La communication aussi, si vous en avez, c'est important que cette personne participe parce qu'elle aura à définir des actions de communication aussi bien à l'interne, mais aussi à l'externe, à l'emploi des clients pour faciliter ce nombre d'informations. Le respect des règles, des gestes barrières, mais aussi de comportement, par exemple, la continuité des opérations au niveau de l'institution, parce que les clients peuvent dire, bon, il y a crise, tout le monde est fermé, c'est peut-être que notre institution n'est pas ouverte, donc on ne vient pas faire les opérations, notamment les dépôts, peut-être des remboursements. Or, c'est des choses que nous avons le plus besoin en ce moment pour pouvoir continuer les opérations. Et aussi, le responsable contrôle interne, parce que beaucoup de choses se passent, on aura peut-être moins de déplacements sur le terrain. Alors, comment on fait pour s'assurer que les risques qui sont liés à chaque activité sont effectivement respectés dans cette période de crise? Donc, c'est important d'avoir ce comité pour que la gestion de crise soit institutionnalisée. Il ne faut pas que ce soit l'affaire de quelqu'un ou du directeur général qui pense donner les ordres après pour l'exécution. Ce n'est pas une crise simple comme les crises rationnelles, ce n'est pas une crise d'un pays, ce n'est pas une fraude généralisée, ce n'est pas une baisse d'activité parce que les clients ne veulent pas rembourser, mais c'est parce qu'il y a un problème multidimensionnel auquel le monde n'a jamais été confronté. Donc, il est important que les institutions se donnent les moyens de façon participative, trouvent un cadre institutionnel pour pouvoir en parler et permettre à l'ensemble des institutions, à l'ensemble de l'institution de pouvoir faire face à la crise. D'accord? Donc, nous avons, enfin, qu'est-ce qu'on fait faire dans ce comité-là? Ce comité aura pour responsabilité de surveiller les situations qui affectent directement l'institution, surveiller la situation externe à l'institution, effectuer des analyses proactives des processus opérationnels actuels, des événements et des scénarios possibles. Donc, c'est ce que je disais. Il faut faire l'analyse de tout ce qui nous vient. Quelles sont les décisions à l'interne, ou bien quelles sont les situations à l'interne qui affectent notre institution, quelles sont les décisions aussi bien au niveau externe qui affectent l'institution au regard de cette crise et analyser. Ensuite, ce comité aura la pour responsabilité d'effectuer des stress tests, c'est-à-dire c'est de présenter des situations et de voir concrètement comment nous pouvons réagir par rapport à ces situations-là. Hein. Présenter des situations où, par exemple, il y a le taux d'impayé ou bien le niveau de remboursement des crédits est allé à un niveau élevé. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous avons les moyens de mobiliser les ressources pour faire face au dépôt? Est-ce que nous avons des partenaires qui sont prêts à nous accompagner, ainsi de suite. Et tout, prendre ensuite les mesures nécessaires pour minimiser les risques afin d'assurer la continuité des activités. Donc, quand vous avez les scénarios et que vous entrez dans les stress tests, c'est de voir dans la réalité si quelle situation nous arrive aujourd'hui, quelles sont les mesures que nous avons pour pouvoir limiter les dangers sur l'activité, notre activité pour pouvoir continuer à servir nos clients. Donc, ça, c'est le rôle du comité. Et ensuite aussi, il y a la communication. La communication adéquate, comme on l'a dit, parce qu'en temps de pandémie, nous voyons qu'il y a des informations qui circulent et toutes les informations ne sont pas de nature à stabiliser les personnes, à rassurer aussi bien les clients et nos agents. Alors, comment faire en sorte pour, par exemple, faire face aux intox, faire face aux rumeurs pour pouvoir donner la vraie information aux clients, aux agents pour qu'ils puissent continuer à faire confiance à l'institution et à continuer à travailler avec l'institution. Et s'assurer que le personnel suit les instructions, effectivement, vous pouvez mettre des choses en place, mais les agents peuvent ne pas croire à ce qui se passe. Même jusqu'à maintenant, il y a des gens qui doutent encore de la réalité de l'épidémie. Donc, ceux-là peuvent être des sources de risque, notamment en termes de contamination, parce qu'ils ne respecteraient pas les gestes barrières, les mesures mises en place par l'institution pour pouvoir éviter les contaminations, ainsi de suite. Donc, voilà un peu le rôle du comité.
Alors, si on prend, comme on a dit, le rôle de continuer, c'est d'analyser. Alors, un élément important en termes d'analyse, c'est l'analyse des activités critiques. Aujourd'hui, quand on rentre dans une institution, les activités critiques, c'est le crédit, c'est aussi l'épargne. Donc, ces activités, il faut les analyser et voir quelles sont les activités les plus importantes. Par exemple, dans le processus de crédit, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'on ne peut pas changer, quel est l'élément auquel on ne peut pas renoncer, ou bien faire d'une autre manière. D'accord? Donc, analyser chacune activité parce qu'en période de crise, toutes les activités n'ont pas la même importance. Hein. On ne peut pas, parce qu'on est dans l'urgence, on veut faire les choses mieux, bien, même mieux. Alors, comment on peut le faire? Quelle activité on peut trouver une autre manière pour le faire? Quelle activité on peut pas déléguer ou changer la nature, le moyen de le faire? Ensuite, identifier les personnes clés, parce que c'est dans une institution, il y a des personnes quand même qui sont au cœur de l'activité. Le responsable d'exploitation, par exemple, c'est une personne clé parce que c'est lui qui anime tout le réseau de production de l'institution. Alors, si quelque chose arrive, qu'est-ce qui va se passer? Imaginons qu'il attrape la COVID, qu'il soit contaminé, qu'est-ce qu'on fait? Imaginons qu'il soit bloqué par une décision de confinement qui est venue de façon brutale, comme on a vu dans beaucoup de pays. Alors, comment on fait pour continuer l'activité? Donc, on doit identifier ces personnes-là pour voir que ces personnes-là, elles sont importantes, mais on met en place des mesures pour pouvoir les suppléer au cas où elles ne seront plus disponibles pour continuer l'activité. Donc, faire en sorte que ces personnes, non seulement les connaissances qu'ils ont à leur niveau, l'information qu'ils ont à leur niveau, au sein de l'institution, au sein du fonctionnement de l'institution, est partagée avec d'autres personnes pour pouvoir prendre leur relais au cas où elles pourraient être en difficulté pour participer à l'activité de façon concrète au niveau de l'institution. Donc, identifier ces personnes-là, s'assurer qu'il y a d'autres personnes qui les supplient et qu'il y a une partage d'informations avec ces personnes. Et comme on l'a vu, la contamination se fait parce qu'on est trop près des gens. Éviter, par exemple, que le chef service d'exploitation se retrouve dans le même espace que celui qui est chargé peut-être de le remplacer au cas où il n'est pas à ce niveau. OK? Donc, essayez d'éviter que le DG, le DGA, par exemple, soient dans le même espace, hein, pour éviter que les deux soient contaminés au même moment. Okay? Et identifier les infrastructures à mettre à disposition et faire des tests pour s'assurer qu'elles marchent. Imaginez, par exemple, pour éviter le contact avec les clients, vous voulez mettre en place un dispositif de vidéo pour pouvoir faire de vidéoconférence pour pouvoir échanger avec les clients qui font des demandes. Il faut tester tous ces éléments pour voir si ça marche. Vous voulez instaurer le télétravail, il faut que vous mettez en place les dispositifs pour voir si ces dispositifs marchent fonctionnement. Vous voulez faire de la visioconférence pour les réunions du conseil d'administration ou les comités de direction, il faut tester ces éléments-là. Et comme je le disais aussi au début, c'est identifier les processus nécessaires et identifier les mécanismes pour les rendre flexibles. Aujourd'hui, beaucoup d'institutions offrent maintenant des remboursements du crédit à distance par mobile money. Donc, les clients ne sont plus obligés de se déplacer au niveau de l'institution pour faire les opérations de dépôt, de remboursement de crédit. Donc, à travers le mobile money, ils peuvent payer le crédit facilement. Donc, ça évite les contacts, ça évite les déplacements et ça réduit les risques de contamination. Donc, cette analyse critique, c'est de pouvoir vous permettre, sur le plan des personnes, de pouvoir avoir des mécanismes ou des solutions pour éviter le risque de contamination. Et sur le plan des activités, de trouver les formes qu'il faut, les moyens qu'il faut pour continuer à réaliser les activités sans oublier, tout en gérant le risque de contamination, tout en gérant le risque lié à la pandémie. Alors, lorsqu'on fait l'analyse des activités critiques, comme je viens de le dire, il y a des décisions à prendre. Comme j'en ai parlé un tout petit peu, c'est soit on arrête certaines activités, soit on les reporte. Hein. Généralement, vous voyez, aujourd'hui, toutes les institutions pratiquement ont arrêté
les missions, les voyages à l'étranger, les formations sont carrément mises en sourdine. Tout ça pour permettre, pour réduire un peu les risques de contamination. Des activités peuvent être exercées sous une autre forme, comme on a dit. Par exemple, comme je le disais, en heure de télétravail, vous pouvez recevoir les clients par visioconférence. Les agents de crédit peuvent faire des interviews des clients à distance dans une salle, dans une autre salle, avec une caméra. Eux-mêmes sont dans une autre salle, dans une autre pour interviewer les clients, ainsi de suite. On peut augmenter, on peut dire, bon, ces activités, par exemple, les dépôts, retraits au guichet, comment on doit les exécuter? On doit les exécuter peut-être de la même manière parce que peut-être il n'y a pas besoin de changer grand-chose avec peut-être des règles de distanciation à respecter. Mais il y a des activités qu'on doit améliorer, sinon élever la fréquence. On a donné l'exemple du nettoyage des locaux, mais aussi, par exemple, le suivi du portefeuille à risque peut être amélioré. On peut le suivre de façon plus régulière au lieu de faire toutes les semaines. On peut le faire tous les jours, on peut le faire toutes les heures et pour pouvoir réellement détecter là où se trouvent les risques. Et il y a les nouvelles activités instituées, comme le comité de gestion de crise. Parce que c'est peut-être c'est pas un comité qui existait. Alors, comment on l'insère dans le fonctionnement normal de l'institution? Donc, avoir de préciser par nos de services la fréquence des réunions du comité, ainsi de suite. Okay? La communication à l'endroit des clients, peut-être qu'on ne le faisait pas, peut-être qu'on n'a pas de communication précise, peut-être qu'on le fait de façon sporadique, eh bien, on peut avoir maintenant des moments de communication plus réguliers avec les clients. Donc, c'est quelques éléments de décisions qu'on peut prendre, mais pour prendre ces décisions, il faut tenir compte de l'importance de réduire les contacts humains. Donc, parce qu'on est tous d'accord que pour la contamination se fait sur la base des contacts humains. Donc, réduire ces contacts humains vont constituer un des éléments à prendre en compte dans la prise des décisions. La disponibilité du personnel, est-ce qu'on aura toujours le personnel pour faire le travail tel que nous le voulons? C'est important de le dire. Hein? Est-ce qu'on aura toujours le personnel à temps suffisant pour pouvoir faire les activités telles que nous avons l'habitude de les faire? Et ensuite, la priorité aux activités commerciales. On doit continuer à faire les activités, à faire les affaires. Si je peux me permettre, je peux m'exprimer ainsi. D'accord? Continuer à faire les activités, continuer à faire nos différentes principales opérations qui sont le crédit et l'épargne. Donc, c'est des éléments à prendre en compte dans l'analyse des activités critiques au niveau de l'institution, notamment les décisions qui permettent de continuer ces activités. Alors, un élément que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'analyse des parties prenantes. Dans les institutions, on a beaucoup d'acteurs qui influencent les institutions, le fonctionnement normal des institutions de microfinance, notamment parfois les acteurs externes. Et nous devons vraiment prendre le temps de bien analyser parce que, comme on a vu, la crise mondiale, elle a touché tout le monde. Donc, aucune institution aujourd'hui ne peut dire que ses partenaires, des partenaires à lui n'ont été touchés par la crise, la pandémie de la COVID-19. Donc, il faut vraiment savoir que le risque vient de là, parce que les partenaires sont très importants dans le fonctionnement de l'institution, dans même le développement des activités. Donc, pour continuer les activités, il faut en tenir compte. Donc, il est important d'identifier les partenaires là et voir les risques qu'ils font courir à l'institution. D'accord? Et cette grille d'analyse est très intéressante parce que elle permet de vraiment parcourir chaque partie et de se poser les vraies questions pour avoir les vraies réponses. Prenons par exemple les clients. L'influence des clients, elle est totale sur l'institution. Sans les clients, il n'y a pas d'activité. Ensuite, on vous demande le niveau de soutien actuel. Aujourd'hui, c'est les clients qui soutiennent l'institution parce qu'ils continuent de faire des opérations. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette partie prenante? C'est de continuer toujours à faire les opérations de crédit, de continuer toujours à faire les opérations d'épargne et accessoirement de transfert et autres.
Alors, qu'est-ce qui est important pour cette partie prenante? Prenons les clients qui ont le dépôt. Pour eux, c'est de pouvoir retirer leur dépôt. Et celui qui est sous crédit, peut-être qui est arrivé à la fin de son crédit, c'est d'arriver à renouveler son crédit pour continuer. Alors, quel type de risque peut-elle créer? Prenons, si on prend les clients, le risque qu'elle peut, c'est de ne plus faire les opérations, c'est de ne plus rembourser son crédit ou bien de ne plus faire de dépôts ou de retirer de manière massive ce dépôt. Qu'est-ce que nous avons? Comment pouvons-nous renforcer son soutien? Alors, comment nous pouvons avoir les clients avec nous? Et quelles sont les actions que nous devons prendre? Donc, vous voyez, en se posant ces questions, la grille nous permet de savoir exactement la situation, la menace que nous courons au niveau de chaque, les dangers que font courir au niveau, que nous courons au niveau de chacun de nos partenaires les plus importants et comment nous pouvons nous préparer à y faire face. Et les risques les majeurs, bon, les clients, le personnel, je pense qu'on peut facilement trouver les solutions. Mais avec les bailleurs de fonds, avec les régulateurs, on peut avoir des problèmes importants à ce niveau. Imaginons un gars qui a promis des lignes de crédit, qui a déjà donné une tranche et qui doit normalement, au début du second trimestre, renouveler. À cause de la pandémie, il refuse accessoirement, enfin temporellement, d'honorer son engagement. Ça fait partie des risques au niveau de la liquidité, au niveau de la trésorerie, au niveau du développement de l'activité, parce que vous n'avez plus les moyens pour continuer. Et si, avec ça, les clients ne remboursent pas, vous voyez la spirale dans laquelle l'institution peut se trouver. Alors, on prend un régulateur, beaucoup de régulateurs, par exemple, la Banque centrale, la BCEAO, par exemple, permet aux institutions d'autoriser certains reports de crédit et de l'informer. Ça, c'est sur le plan, la gestion des performances. On pourra avoir des indicateurs avec cette déclaration, ça va améliorer les indicateurs peut-être au niveau du portefeuille à risque, ainsi de suite. Mais au niveau de la trésorerie, ça a un impact. C'est le client ne peut pas rembourser. La banque nous permet, oui, il y a une situation de crise, de l'autoriser à ne pas rembourser. Mais nous, on avait besoin de cet argent-là pour continuer à payer nos fournisseurs, à payer peut-être les clients quand ils viendront faire le dépôt. Et là, on n'a pas cet argent. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est très important cette grille-là. Et en cette situation de crise, il faut pouvoir analyser chaque acteur, notamment ces acteurs externes qui sont importants dans le fonctionnement de l'institution. Hein. Par exemple, les partenaires financiers qui demandent le remboursement en anticipé de leur crédit, de leur financement, parce qu'ils trouvent que vous n'êtes plus capable, vos indicateurs se détériorent, vous ne respectez pas les engagements, ainsi de suite. Ça peut avoir vraiment des éléments perturbants au niveau de nos activités et nous amener à ne pas continuer notre activité. Donc, cette grille, je pense que c'est un élément que toutes les institutions doivent utiliser rapidement pour pouvoir trouver les actions les plus importantes, les plus idoines pour faire face à chacune de leurs parties prenantes. Alors, un élément aussi qui est très bien dans c'est l'analyse des données financières et non financières. Donc, dans ces orientations, ADA vous propose de suivre au quotidien la santé du personnel, la santé des clients. Donc, vous devez voir si les clients n'ont pas été frappés par la COVID-19 afin de savoir si ils ne seront pas une source de contamination pour le reste du personnel ou bien pour d'autres clients. Donc, vous informer, suivre l'évolution de la situation macroéconomique. Donc, avec, par exemple, si on prend le cas de l'espace UEMOA, la Banque centrale essaie de maintenir un taux d'intérêt fixe avec l'euro, mais ailleurs, ce n'est pas ça. Hein. Vous avez, vous prenez le Congo, par exemple, la RDC, le franc congolais, c'est beaucoup déprécié par rapport au dollar. Et ça, c'est un impact important sur le développement des activités économiques. Donc, c'est des éléments vraiment auxquels il faut suivre au quotidien. Les lignes directrices de l'assurance professionnelle, donc les conseils qu'on vous donne au niveau de vos assurances professionnelles sont importants pour améliorer votre riposte. Les règlements du gouvernement et des autorités sanitaires, c'est important de suivre ces choses-là parce que, par exemple, au niveau du Bénin, on a divisé le pays en deux pendant 2 mois. Donc, il n'était plus possible de se déplacer. Si vous avez des missions de contrôle importantes dans
En ce temps-là, vous ne pouvez pas les faire. Donc, il fallait sur ça là pour trouver d'autres moyens de continuer à faire ces activités-là. Je l'avais dit il y a tantôt, très attentif aux rumeurs, aux canulars. C'est des éléments qui peuvent nuire à votre communication au niveau de votre personnel et peut-être aussi au niveau de votre client. Donc, suivre ces informations permet de mettre à actualiser le niveau de connaissances actuelles sur la pandémie et pouvoir prendre des décisions idoines à ce niveau-là, au niveau de l'institution surtout. Ensuite, les données financières. Et qu'est-ce qu'on propose? De suivre le pas, le portefeuille arrive. C'est ça qui montre la dégradation du portefeuille et qui montre que nous n'aurons pas assez de remboursement, peut-être pour continuer à financer le crédit, mais aussi à répondre aux besoins de retraite des clients. Parce que avec la situation, on sait qu'il y a des zones qui sont plus touchées que d'autres. Donc, suivre le pas au quotidien pour pouvoir analyser le pas de façon détaillée. Donc, par exemple, les nouveaux crédits, supposons les nouveaux crédits qui ont été donnés au début de l'épidémie, avant que les mesures de restriction ne soient prises, surveillez ces crédits-là pour voir s'ils ne se dégradent pas généralement. Parce que si vous surveillez peut-être l'ensemble du portefeuille, ça peut ne pas donner la réalité de la situation. Et suivre aussi par zone géographique. Parce que peut-être que les zones les plus touchées par la pandémie ont un niveau d'activité plus faible. Il y a des activités, on l'a vu au début de la présentation, qu'il y a des activités qui sont plus touchées que d'autres et voir comment vraiment prendre les mesures pour pouvoir limiter la dégradation par rapport à ces activités-là. On peut décider, par exemple, de ne plus financer le secteur de l'hôtellerie, de ne plus financer le secteur du transport, qui sont des secteurs dont les décisions des autorités de tutelle des autorités gouvernementales dont les décisions ont été les plus sévères et qui ont limité drastiquement les activités. Donc, déjà, ces crédits-là, trouver les moyens pour assurer leur suivi, pour récupérer un peu, si on le peut, pour pouvoir avoir un niveau de trésorerie important. Okay? Donc, il y a le taux de change, comme je l'ai dit par rapport au cas du Congo, par exemple, c'est dramatique parce que la monnaie locale plonge et ça doit avoir des effets graves sur la consommation, sur le développement des activités économiques. Donc, le pas doit avoir une attention plus particulière, mais de façon plus détaillée. On ne va pas le voir, le portefeuille de façon groupée, mais on le voit de façon détaillée, suivant certains critères qui sont liés à la pandémie, qui sont liés aux décisions des autorités, mais également sur la connaissance que nous avons en termes d'effets de la pandémie sur certaines activités économiques. Alors, l'analyse des scénarios, c'est très intéressant. Et ça aussi, ça, c'est vraiment quelque chose de pratique que propose ADA aux institutions de microfinance. Et il va être très intéressant pour eux de pouvoir faire ces différents scénarios. Alors, il faut se mettre pour pouvoir préparer une situation, il faut l'envisager. Pour pouvoir prévenir une situation, il faut l'envisager. Pour pouvoir gérer une situation, il faut l'envisager. Et les scénarios nous donnent l'opportunité d'envisager la survenance de certaines situations, des plus réalistes aux plus irréalistes, aux plus loufoques. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on prend la pandémie, qui pouvait imaginer qu'il y aurait une pandémie qui empêche tout le monde, qui touche tout le monde entier et qui limite les activités économiques à l'échelle mondiale. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il y a quelques années, aucun d'entre nous n'aurait pu prévoir. Donc et maintenant, nous sommes là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Et là, c'est le but des scénarios. Imaginez les choses les plus bizarres, mais qui sont quand même potentielles en termes de réalisation, qui ont une potentialité de surveillance, qui ont une potentialité de réalisation. D'accord? Donc, quelques exemples. Si vous pouvez penser, par exemple, que les clients de l'IMF tombent malades ou les membres du personnel tombent malades. Donc, ils ne peuvent plus venir au travail, ils ne peuvent plus venir faire les opérations au niveau du guichet. Qu'est-ce que l'institution peut faire? Les clients ne peuvent pas rembourser. Le pas augmente de tel pourcentage. Imaginons que du jour au lendemain, votre part va à 20%.
Les clients font des retraits massifs d'épargne et de dépôt. Hein, les membres d'une personne ne veulent pas rentrer dans une zone surpeuplée ou infectée. Hein. Par exemple, aller dans les marchés pour aller sensibiliser les clients ou bien pour aller faire les opérations de collecte d'épargne, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Un financier ne revient pas son prêt ou en demande de remboursement parce que les convenants ne sont plus respectés. Le gouvernement décide d'un confinement. Dépôt à la banque. Est-ce que ce que nous avons à la banque, est-ce que nous pouvons le mobiliser quand nous aurons des difficultés de liquidité? Quelles sont les conditions que fixe la banque? Est-ce que la banque aussi a des possibilités au niveau de la banque centrale pour pouvoir... Donc, c'est vraiment des imaginations, mais sur la base des parties prenantes, des indicateurs de l'institution que nous avons l'habitude d'utiliser pour pouvoir voir comment ces indicateurs vont évoluer en tenant compte de notre scénario et qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir continuer à travailler. Et le but de la scénario, on ne fait pas un scénario pour se faire peur. On ne fait pas un scénario pour montrer que ça ne vaut pas la peine, il faut fermer la boutique. Non, on fait un scénario pour dire, voilà, si le pas augmente de 20%, ça veut dire que nous avons moins de ressources pour pouvoir financer notre activité, pour pouvoir financer, par exemple, permettre aux clients de faire les dépôts, de faire les retraits, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que déjà, nous avons un DAT, on va dire, bon, on va un DAT à la banque, on peut casser le DAT. Maintenant, pour casser le DAT, est-ce que la banque a la liquidité? En combien de temps la banque peut réagir pour nous donner l'argent? Ou bien nous n'avons pas de DAT, mais nous pouvons recourir à une ligne de crédit, à un découvert au niveau de notre banque. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que cette découvert a pu être mise en place? En combien de temps que cette découvert a pu être mise en place? Et est-ce que nous respectons les conditions? Ainsi de suite. Donc, c'est des éléments qui nous permettent d'imaginer des situations, mais aussi de prévoir aussi, hein, dans la réalité maintenant, des choses concrètes pour pouvoir les faire face. Hein. Il ne suffit pas de dire, ah, si jamais le pas arrive à 10%, ça va être la catastrophe. C'est mieux de fermer la boutique. Ah, si on a des retraites de 2 millions de francs CFA ou bien de 100 millions de francs CFA par mois, ça va être difficile pour nous de continuer l'activité. Non. Je dis, si cette situation se produit, qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous avons comme moyen dans notre environnement pour pouvoir y faire face efficacement? Et c'est ça, l'utilité des scénarios, et il faut vraiment féliciter Ada pour cette opportunité. Et on peut faire tous ces scénarios-là en tenant compte des parties prenantes, en tenant compte des autres acteurs qui interviennent. Par exemple, le réseau mobile, si ça ne marche pas, Internet, il n'y a pas, le courant n'est pas disponible, parce que c'est des éléments aussi qui peuvent être touchés par la COVID. Hein. La COVID peut toucher tout le monde, parce que si l'épidémie prend l'ampleur qu'elle peut prendre, ça peut toucher tous ces secteurs-là, et leur fonctionnement peut être remis en cause. Hein. On a vu, par exemple, en France, où le transport en commun a été à l'arrêt pendant plusieurs jours. Alors, comment si nos agents doivent se déplacer normalement à travers le secteur de transport en commun, qu'est-ce que nous faisons? Donc, vous voyez, c'est des éléments qui ont l'air loufoques parfois, les scénarios qui ont l'air loufoques parfois, mais qui peuvent arriver, comme aujourd'hui on vit la situation du Covid. Donc, voir au niveau du macroéconomique, hein, les situations qui touchent toutes les fluctuations de la monnaie, hein, les ralentissements. Parce que, par exemple, prenons le pétrole qui a baissé de prix au cours de la période de la Covid. Donc, aujourd'hui, j'ai donné l'exemple au début des difficultés de certains producteurs agricoles à écouler leur ananas, les produits agricoles, par exemple, vers le Nigeria. Quand on prend le cas du Bénin, c'est des faits concrets, des réalités qui peuvent survenir et qui touchent directement le fonctionnement normal de notre institution en termes de remboursement des crédits, mais aussi en termes de dépôt, de capacité à mobiliser de l'épargne des clients. Et les fraudes politiques, les fraudes, les escroqueries aussi peuvent augmenter pendant la période. Il y aura des agitations politiques parce qu'on prend des mesures des mesures de restriction de déplacement, de restriction d'activités économiques. Les gens peuvent en avoir marre et se réveiller un beau matin. Et tout ça sont des éléments qui peuvent vraiment toucher notre activité. Et nous devons les imaginer et mettre en place des dispositions pour leur faire face. Alors, la liquidité, l'analyse du risque de liquidité, c'est le soubassement, sinon c'est la finalité de tous ces scénarios-là, c'est de voir
c'est de voir si on arrive à faire ce scénario, est-ce que nous avons les ressources pour continuer notre activité. Donc, c'est très, très, très important de pouvoir le savoir. Est-ce que tout ce que nous avons imaginé comme scénario, est-ce que ça nous permet d'avoir des ressources, d'accord? Et un exemple que nous pouvons faire pour voir si nous aurons toujours les ressources, c'est de dire, par exemple, si le pas augmente, quels sont les problèmes de liquidité que nous avons? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme difficulté au niveau de notre institution à avoir les ressources? Parce que si le pas augmente, le pas va traîner quoi? Des problèmes de liquidité. Et quand vous n'avez pas de ressources, vous ne pouvez pas payer les clients, vous ne pouvez pas financer des crédits, vous ne pouvez pas honorer vos engagements au niveau de vos partenaires financiers. Et quand vous avez ces problèmes, c'est que vous allez vers la faillite. Donc, c'est très important l'analyse de risque parce que tous les scénarios doivent nous amener à voir si nous avons à la fin, quelle que soit la situation, comment faire pour avoir assez de ressources pour pouvoir continuer l'activité économique. Donc, c'est très capital, c'est très important de pouvoir faire cette analyse de liquidité, toujours en ayant des situations, en faisant des provisions de situations sur la base de certains indicateurs, comme toujours comme le pas. Donc, on a quelques éléments. On peut dire si le pas augmente de tel pourcentage, si les fautes s'accroissent de tel montant, si les retraites des clients augmentent de tel pourcentage, s'il y a beaucoup de reports d'échéance conformément aux instructions de la Banque centrale, si les clients réduisent leur dépôt d'épargne de tel, si un partenaire refuse un report de remboursement de tel montant, si un concours financier attendu de tel montant et à telle période est retardé, quel serait le niveau de la trésorerie? Et quelles sont les autres sources de financement que nous avons de disponibles? Combien de montants pouvons-nous mobiliser et en combien de temps? Pouvons-nous réduire ou retarder les nouveaux crédits? Pouvons-nous encadrer les retraits d'épargne de gros montants? Donc, c'est d'imaginer des scénarios et en même temps de voir l'impact sur la trésorerie et maintenant quels sont les moyens que nous avons pour pouvoir améliorer la trésorerie et réduire la tension sur la trésorerie pour continuer à l'activité. L'analyse de risque, l'analyse de risque de liquidité est très importante et ça doit être au cœur des scénarios. Lorsqu'on finit de faire tous les scénarios, on doit les drainer vers l'analyse de risque de liquidité pour voir tous les scénarios que nous avons imaginés, quels sont leurs impacts sur la trésorerie et comment nous pouvons gérer cet effet que les scénarios ont sur la trésorerie de l'institution. Donc, voilà les éléments importants de ce que Ada propose. Et lorsque vous finissez de faire tout ça, il faut les mettre dans un document qu'on appelle le plan de gestion de crise et de continuité des activités. Alors, le plan fait quoi? Le plan va rassembler l'ensemble des actions ponctuelles et récurrentes retenues par l'institution pour pouvoir faire face à la crise. Il va définir les échéances et les périodes de leur mise en œuvre. Donc, pour chaque action retenue, on doit savoir quand est-ce qu'on va les faire, hein, qui va les faire. Donc, on doit responsabiliser chaque acteur. Le plan aussi va nous aider à préparer la réponse en cas de surveillance des différents scénarios analysés. Parce que si nous devons, par exemple, avoir la capacité de mobiliser des ressources financières, nous devons être en contact permanent avec nos financiers, nos partenaires financiers pour voir quels sont les dispositifs qu'ils ont, les disponibilités qu'ils ont à leur niveau, quelles sont les conditions, comment évoluent ces conditions avec la crise, parce que ça peut aussi changer à leur niveau aussi. Au moment où on aura besoin d'eux, peut-être qu'ils ne seront pas disponibles. Donc, nous devons garder ce contact-là. Et ça, c'est le plan qui va le dire et qui va responsabiliser les gens qui rencontrent régulièrement, chaque jour, au comité pour pouvoir dire, ah, jusqu'à maintenant, nous pouvons toujours compter sur tel partenaire financier à hauteur de tel montant. Non, on ne peut plus. Il y a tel partenaire qui était dans notre scénario, qui était capable de nous donner tel montant. Maintenant, non, il y a 2 jours, la discussion montrait qu'ils ne peuvent plus. Qu'est-ce qu'on fait? On a d'autres solutions. Donc, c'est tel capital que le plan responsabilise les gens et mettre surtout ainsi sur le rôle
qui pourront jouer dans la préparation de certaines actions de riposte au cas où nos scénarios pourront être réalisés ou bien pourront devenir réalité. D'accord? Avec le plan, nous pouvons faciliter la diffusion des choix faits par l'IMF auprès de ces parties prenantes. Donc, vous pouvez facilement, avec le plan, dire à vos partenaires techniques et financiers, à vos clients, voilà les choses que nous voulons faire pour pouvoir continuer à travailler malgré la crise. Et le plan peut servir de support pour la mobilisation d'appui externe. Parce qu'il y a aujourd'hui des opportunités au niveau de certains partenaires techniques qui en donnent des accompagnements pour permettre aux institutions de mettre en œuvre efficacement leur plan de continuité des activités. Et quels sont les éléments, quels sont les axes que nous avons dans ce plan? Ce plan doit prendre en compte la coordination de la gestion des crises parce que c'est une activité nouvelle. Donc, si on ne l'inscrit pas dans le plan, on peut ne pas trouver les moyens pour pouvoir la mettre en œuvre. Donc, et puis, cette mobilisation est très importante. Cette coordination est très importante parce que ça permet de maintenir la veille, de maintenir alerte tous les membres du comité, tout le personnel de l'institution, et y compris les clients, pour continuer à rester dans la dynamique de la gestion de crise. Donc, ce plan aussi doit parler de la communication, comment nous allons faire la communication sur les gestes barrières, ainsi de suite, pour pouvoir continuer à maintenir notre activité et maintenir nos clients dans les gestes les plus indiqués. Les parties prenantes, comme on a vu, c'est des acteurs importants. Qu'est-ce que nous faisons à leur niveau? Clients, partenaires financiers, banque centrale. La liquidité, elle est centrale. Donc, on doit clairement dire ce que nous faisons à ce niveau-là. Et les ressources humaines, importantes aussi, surtout au cas où on doit modifier le fonctionnement normal de notre institution. Et le SIG et l'éthique, c'est important parce qu'il y a peut-être des changements à faire, des connexions à faire avec d'autres secteurs d'information, notamment sur des opérateurs mobiles, par exemple, pour faciliter le paiement à distance, les opérations de retrait à distance pour nos clients. Donc, voilà ce que ce plan peut contenir. Et c'est un peu ce que propose ADA pour les institutions. Et je voudrais vraiment vous dire que c'est l'essentiel de ce qu'on peut entendre d'une institution dans une période de crise. Et j'espère que cette présentation va vous permettre d'ajuster peut-être vos plans et peut-être aussi de vous doter de plans si vous n'en avez pas encore. Alors, si vous voulez apprendre davantage sur ce document, il y a sur cette orientation de ADA, il y a la boîte à outils d'ADA qui sur la gestion des crises de la COVID-19 et qui propose un modèle pour dresser un plan d'action de continuité de l'activité, un modèle pour construire les scénarios et faire les analyses des cas de liquidité, une description des outils à utiliser pour élaborer les différents scénarios. D'accord. OK. Et il y a d'autres ressources aussi, comme il y a d'autres opportunités comme celle de la SPTF qui essaye de mettre en place, par exemple, des appuis aux institutions de microfinance qui le souhaitent pour pouvoir les accompagner à mettre en œuvre leur plan de gestion des crises. Il y a aussi des expériences d'autres institutions qui sont présentées au niveau de la SPTF. Vous avez au niveau du portail de la microfinance de la Banque mondiale, vous avez des thématiques, toute une page qui est consacrée à la COVID-19 et présente des ressources qui peuvent être utilisées par les institutions. Ensuite, nous avons le site Network aussi qui propose des éléments, notamment sur la gestion des groupes d'épargne pendant la crise de la COVID-19. Donc aujourd'hui, il y a quand même un effort qui est fait et il y a beaucoup de ressources disponibles pour pouvoir mieux formuler nos actions, mieux formuler notre stratégie pour faire face à la crise de la COVID-19. Donc voilà
ce que je voudrais vous dire et je voudrais vous inviter au respect des gestes barrières. Mais aussi remercier les auteurs, hein, parce que ce document de ADA a été élaboré par France, qui est un consultant, mais aussi avec l'appui des agents du personnel de ADA, comme M. Souleymane Dobor et beaucoup d'autres qui ont travaillé sur ce document-là, qui aujourd'hui, qui est quand même un document intéressant et que je voudrais vraiment vous inviter à utiliser dans le cadre de votre stratégie de gestion de la crise de la COVID-19. Je vous remercie pour l'attention et si vous avez des préoccupations, vous pouvez les poser dès maintenant. Je vais devoir, comment on appelle, permettre aux participants de pouvoir poser les questions. Donc, j'active les micros et je peux vous permettre de poser des questions. Alors, Monsieur Adamon Kima, si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. OK. Ma question, c'est relative à souvent la planification des scénarios dans le cadre de stress test. Oui. Comment cette facilité-là à vérifier on va dire quoi, la pertinence des scénarios-là? Oui, aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver, quand vous prenez la situation de la COVID, l'effet que ça a, est-ce qu'on peut, si on disait ça il y a 2 mois, 10 ans, et 2 mois, 1 an, personne n'allait croire. Donc, comme je le disais, vous pouvez avoir des scénarios complètement loufoques qui peut-être pour vous ne sont pas une réalité, mais qui peuvent survenir. C'est de voir si ce scénario-là peut se réaliser, si ça se réalise, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas être aussi, on n'est pas dans Jurassic Park ou bien dans un parc d'attractions. Non, mais il faut quand même trouver des choses qui sont conformes à vos activités. Par exemple, les choses les plus qui peuvent arriver, c'est la maladie du personnel, par exemple. Si l'ensemble du personnel, notamment les agents de crédit, si vous avez 50% des agents de crédit qui tombent malades à cause de la COVID-19, qu'est-ce que vous faites pour continuer l'activité de crédit? Si les caissiers tombent malades, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Si le directeur général ou bien le chef de service d'exploitation tombe malade, si le partenaire principal avec qui vous avez beaucoup d'argent dit demain, votre institution doit rembourser l'ensemble des crédits qu'on lui a donnés ou bien la ligne de crédit que vous venez de rembourser il y a un mois ne va plus être renouvelée. Vous voyez? C'est des scénarios comme ça auxquels il faut penser. D'accord? C'est vrai qu'il faut être imaginatif, mais il ne faut pas aussi être comme dans un film de science-fiction. C'est des choses qui potentiellement peuvent ne pas être réalisables, mais qui peuvent arriver. Donc, c'est à vous de voir au regard de comme on l'a dit, l'analyse des parties prenantes est très importante. De chaque acteur, qu'est-ce que nous attendons de cet acteur-là? Et quels sont les risques que cet acteur nous fait courir au cas où. Oui. Ok, c'est bon. Ok, merci. Monsieur Saïd Chareri, vous avez levé la main. Je pense que j'ai activé votre micro. Vous pouvez poser votre question. Monsieur Saïd, vous avez la parole. Alors, d'autres préoccupations? Bon, Saïd, monsieur Saïd, je ne semble pas être prêt pour sa question. D'autres préoccupations? Vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant. D'accord, bonsoir, parce que je suis ici au Comores. Ici, il est 19h, donc c'est bonsoir. Ah, ok, bonsoir, enchanté.
D'accord. Tout d'abord, j'aimerais remercier Ada pour cette initiative, même s'il y a beaucoup des institutions qui ne sont pas au courant de cette belle initiative. Mais merci beaucoup pour cela. Et ma question, c'est sur les recouvrements. Parce que moi, je travaille ici dans une institution nationale appelée MEC Moroni. Donc, je travaille dans le service recouvrement. Et dans cette période de confinement, nous avons plein de problèmes sur le recouvrement parce que nous étions obligés de ne pas faire le recouvrement comme l'État nous a suggéré de ne pas le faire. Mais nous avons remarqué que les portefeuilles à risque ont augmenté à une capacité inimaginable dans l'obligation de faire tous les relances sur les clients qui ont plus de 5 mois de retard, parce que ça existe ici dans notre institution, voire même 10 mois de retard avant le confinement et maintenant que nous sommes dans le confinement. Qu'est-ce que vous suggérez pour nous, par exemple, qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va, on va entamer cette méthode de recouvrement à domicile? Parce que les clients ne se présentent pas ici dans l'institution. Mais ils sont maintenant avec des retards de 6 à 7 mois, même 10 mois de retard. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok, merci Saïd. Je pense que ça rejoint un peu l'utilité de ce webinaire-là, c'est d'inventer les scénarios. Et la gestion du cas de recouvrement devrait se faire sur deux axes. Il y a d'abord l'axe réglementaire. Hein, qu'est-ce qu'elle a à disposition prise par la Banque centrale de votre pays pour la gestion des cas des clients qui ne peuvent pas rembourser à cause de la COVID-19? Parce que, par exemple, on prend l'exemple de la banque, la BCAO. La BCAO a proposé des reports d'échéance. Donc, c'est des reports d'échéance que vous pouvez faire et informer la Banque centrale. Donc, elle a même mis en place une plateforme où les gens peuvent aller directement le faire. Donc, qu'est-ce que la Banque centrale de votre pays a mis en place dans ce niveau? Donc, vous pouvez reporter ces échéances-là parce que il y a la COVID et les agents, si vous les envoyez aller en contact des clients, est-ce qu'ils seront prêts? Est-ce qu'il n'y a pas de risque de contamination? Donc, vous faites cette analyse-là et vous utilisez l'opportunité de la Banque centrale et ça vous permet d'avoir des indicateurs plus ou moins, comment on appelle, plus ou moins attrayants pendant la période. Mais le problème, c'est que c'est au niveau de la trésorerie et vous essayez de bien mettre ça en œuvre et en évidence. Comment nous allons gérer le manque à gagner, comment nous le gérons? Et ça, c'est de voir quelles sont les opportunités que vous avez dans l'environnement, dans votre environnement pour mobiliser des ressources, pour trouver des ressources additionnelles. Parce que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas faire autre chose. Si vous faites au-delà de ce que la loi prévoit, au-delà des dispositions réglementaires, vous pouvez avoir d'autres difficultés encore. Parce que envoyer les agents chez les clients, c'est bien beau. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que les règles de distanciation sociale vont être respectées? Est-ce que les clients même seront prêts à les recevoir? Et ça va être vraiment aussi un travail qui ne va pas produire de résultats. Donc, voyez au niveau de la Banque centrale quelles sont les opportunités que la banque vous offre pour avoir un portefeuille plus ou moins réaliste parce que vous avez la possibilité de faire des reports d'échéance. Et maintenant, de l'autre côté, voir comment vous pouvez trouver des ressources pour pouvoir continuer à honorer vos engagements vis-à-vis des clients en termes de retraite, d'épargne et autres. C'est la réponse que je pense vous donner. D'accord, d'accord. Je ne sais pas s'il y a d'autres, parce qu'il y a d'autres experts qui sont dans cette séance avec moi. Je ne sais pas s'il y en a qui sont disponibles pour répondre, pour apporter des éclaircissements, pour contribuer à la réponse que je viens d'apporter à Saïd. Oui, je peux rajouter? Oui, allez-y. Parce qu'au fait, ce que la Banque centrale comorienne a décidé ici, c'est de faire que des réchelonnements. Voilà. Vous voyez ce Donc, que je veux report dire? d'échéance, Voilà. oui. Donc, vous ne pouvez pas faire ça pour gérer la qualité du portefeuille. Après, au niveau de la trésorerie, parce que c'est des manques à gagner, c'est de l'argent qui ne rentre pas. Au moins, il doit rentrer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, vraiment, c'est ça. Donc, il faut voir au niveau de la gestion de trésorerie, des capacités de mobilisation de ressources externes. Est-ce que la banque, par exemple,
vous êtes éligible au refinancement au niveau de votre banque centrale. Est-ce qu'elle est capable de vous donner de l'argent le temps de gérer la partie de la crise? Par exemple, au niveau de l'UEMOA, les banques commerciales ont la possibilité d'avoir des ressources auprès de la banque pendant cette période de crise. Et les IMF qui ont des crédits au niveau des banques, leurs financements peuvent être inscrits au niveau de cette facilité. Donc, les institutions les banques qui leur donnent du crédit peuvent facilement trouver des ressources auprès des banques pour continuer à leur donner de l'argent. Donc, c'est des possibilités qu'on a données au niveau de l'UEMOA. Je ne sais pas au niveau du Comore ce qui est fait. Donc, c'est de voir cette possibilité-là pour pouvoir avoir des ressources pour continuer l'activité. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui pour forcer un client en période de crise à rembourser. Il peut dire qu'il est malade, il peut dire qu'il est... Vos agents peuvent avoir des difficultés à alléger lui pour ne pas se faire contaminer. Oui. OK, merci. D'autres interventions? C'est bon? Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir, ils peuvent lever la main. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? OK. Je pense qu'il n'y a plus. Je pense qu'il n'y a plus d'intervention. Donc, je voudrais... Attends, il y a quelqu'un qui a levé la main là. Saïd, toujours. Je vais lui donner la parole. OK. Oui, merci Saïd, oui, allez-y. Oui, moi, je voulais juste rajouter que parmi les problèmes que nous rencontrons maintenant, c'est que, par exemple, le cas de l'allègement de la Banque centrale comorienne, par exemple, qui dit que tous les clients qui ont des difficultés avec leur crédit dans les institutions financières peuvent aller voir leur banque pour des possibles modifications, restructurations, réchelonnement. Voilà. Mais le souci, c'est que il y a des clients qui ne sont même pas concernés. Par exemple, nous pouvons remarquer que dans cette période de Covid, c'est comme par exemple les secteurs de textile. Oui. Les secteurs de textile, c'est surtout eux qui ont des difficultés de remboursement parce qu'ils ne travaillent pas, ils ne vendent pas ni les habits, ni les chaussures et tout ça. Mais les autres là de l'alimentation générale, ils n'ont pas de difficultés. Moi, je parle dans mon pays, pas partout dans le monde. Je comprends. Mais ça peut être un peu... Parce que si vous isolez l'activité économique, vous pouvez ne pas vite voir les impacts. Peut-être que les gens du secteur consomment beaucoup au niveau de certains fournisseurs. Parce que pour faire des textiles, il faut beaucoup d'autres choses. C'est des salaires qu'on paye à des gens qui doivent consommer sur le marché. Donc, tout ça peut aussi être un frein, peut toucher d'autres activités qui, à vue d'œil, enfin, de façon visible, ne semblent pas être touchées par la pandémie, mais qui pourraient se retrouver très affectés aussi, parce qu'il y a une rétraction du chiffre d'affaires, les gens ne consomment pas. Parce qu'on a dit de limiter les contacts, les gens préfèrent ne pas sortir et ils ne consomment pas effectivement. Et ça peut avoir des effets. Donc, c'est à vous d'analyser, de voir effectivement que les personnes discuter avec les clients, voir comment ils fonctionnent, quels sont les principaux fournisseurs, quelles sont les sources de revenus, et vous allez pouvoir trouver effectivement s'il y a des liens. S'il n'y a pas de liens, donc c'est à vous de savoir la décision qu'il faut prendre vis-à-vis de cette personne-là. D'accord. Merci beaucoup, merci. D'accord. Oui. Merci à vous. Alors, il y a Imen qui a levé la main. Je vais lui permettre de parler. Alors, monsieur Imen, vous avez la parole.
Oui, bonjour, vous Oui, m'écoutez? bonjour madame, mes excuses. Hein. Allez-y, je vous écoute. Madame Limen, je ne vous entends plus. Allô? On l'a perdu. Oui, bonjour, oui, excusez-moi. Oui, allez-y. Je ne vous entends plus. Allô, je ne vous entends plus. OK. J'entends plus madame Imen. Je pense qu'elle doit avoir un problème. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, Clément. Oui. Je posais une question dans le groupe. Est-ce qu'on peut avoir la copie de la présentation? Oui, la copie vous sera envoyée ou bien vous sera disponible sur nos différents sites Internet et pages réseaux sociaux. Vous pouvez y accéder facilement, il n'y a pas de problème. Merci. Alors, madame Imen, vous n'avez pas toujours la possibilité de nous parler. Je vais réactiver. On a encore 10 minutes là pour finir la séance. Oui? Allô? Oui, allô? Oui, je vous écoute maintenant. J'espère que c'est bon maintenant. Vous m'écoutez maintenant? Oui, c'est bon. Ah, d'accord, je suis désolée. Alors, en fait, moi, je suis tunisienne. Les IMF chez nous ne sont pas collectrices de dépôts. Oui. Oh là là, elle est encore partie. Alors, désolé, on va... Voilà, c'est moi qui fais ça. Hein? Bon. Allô? Là, c'est bon? Oui, c'est bon, maintenant, vous pouvez reprendre la question. Là, oui. Donc, je disais que les IMF chez nous en Tunisie ne sont pas collectrices de dépôts. Oui. Elles sont supervisées par l'autorité de microfinance, pas par la Banque centrale, et évidemment, elles n'ont pas accès au refinancement de la Banque centrale. Oui. Ce qui pose un sérieux problème en cette période de crise, parce que donc, leur autorité a décidé de permettre le report des crédits de 3 à 6 mois. Les IMF sont essentiellement financés à travers les bailleurs de fonds, ce qui coûte très cher. Oui. Et du coup, le crédit revient vraiment cher et avec cette histoire de report des échéances, ça va les impacter énormément. Donc, je voulais avoir une idée sur votre expérience. Quelles sont les mesures qui ont été faites pour justement renforcer la résilience des IMF? OK. Alors, je vous donne toujours l'exemple de... Peut-être s'en inspirer, surtout pour la liquidité. Voilà. Merci. Oui, je vous donne seulement l'exemple de la Banque centrale ici, qui permet aux institutions, aux banques, parce qu'aujourd'hui, dans l'espace moi aussi, les banques, les institutions microfinances n'ont pas accès au refinancement. Mais par contre, la banque, avec la situation de crise, permet aux banques, aux banques commerciales qui financent les institutions de microfinance d'inscrire leur financement dans les besoins de refinancement auprès de la banque. Donc indirectement, en fait. Voilà, okay. Indirectement. Donc, de faciliter un peu le financement des institutions. Je ne sais pas si c'est possible en Tunisie, mais c'est une voie à explorer. Et peut-être avec vos partenaires de discuter parce qu'ils ont intérêt aussi à vous voir toujours en vivant en forme opérationnelle après la crise. Donc, c'est de discuter un peu pour voir s'ils n'ont pas des choses qui peuvent vous accorder pour continuer l'activité dans cette situation de crise.
D'accord. Donc, c'est la seule mesure prise chez vous pour renforcer la résilience de ces institutions, ou il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Bon, je n'ai pas tout en tête, mais je peux partager avec vous les directives de la Banque centrale. Si vous m'envoyez votre D'accord. email, je peux vous envoyer ça. Je vous envoie mon email ici même dans les commentaires ou comment OK. je fais? Oui, envoyez-moi ça, envoyez ça au conférencier dans les chats. Au conférencier. OK. Oui, Merci oui. beaucoup. Je Au vous en revoir. prie. Au revoir. OK. Je vois, il n'y a plus d'autres mains de lever. Donc, je voudrais. Il y a des questions ici. Non. Alors, il y a Madame Saka qui voulait savoir, pendant cette pandémie, les bénéficiaires des crédits qui n'ont pas pu honorer les engagements en matière de remboursement à cause de soit pas mévente, soit pas décès du bénéficiaire, comment gérer ces cas alors qu'on n'est pas préparé à la crise? Bon, j'en parlais un peu. Il y a aujourd'hui la Banque centrale qui permet, hein, à ce qu'il y ait un report d'échéance. Bien sûr, ces reports d'échéance agissent seulement sur les indicateurs financiers, mais ne règlent pas les problèmes de trésorerie parce que quand quelqu'un ne rembourse pas, c'est des manques à gagner, enfin, c'est des manques de ressources pour l'institution pour continuer à servir les épargnes des clients et peut-être à financer d'autres crédits. Donc, comment on gère ça? Il y a aussi la possibilité, alors que si les institutions de microfinance ont accès à des crédits au niveau des banques, c'est que ces banques-là peuvent inscrire leurs besoins de financement dans leur refinancement, leur demande de refinancement au niveau de la Banque centrale. C'est de voir si on va peut-être arrêter de faire des crédits pendant un temps pour pouvoir avoir assez de moyens pour continuer à faire l'épargne. Parce que c'est capital, l'épargne, c'est capital de continuer à servir l'épargne pour ne pas créer une crise de liquidité, de solvabilité qui va non seulement impacter l'institution, mais l'ensemble du secteur de la microfinance, y compris peut-être le secteur financier en général. Donc, c'est de gérer les choses au cas par cas aussi, de discuter avec les clients, de les motiver aussi à rembourser et au cas où ce n'est pas possible, de voir les moyens légaux qu'on a aujourd'hui, mais aussi les moyens opérationnels qu'on a auprès des partenaires pour pouvoir à disposer assez de ressources et continuer l'activité. Voilà ma réponse à votre question. OK, je pense que il y a quelqu'un qui vient de lever la main encore. Ah, monsieur Koutété, oui, le doyen Koutété est là. Je vais lui donner la parole. Oui. Oui, monsieur Koutété, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Bonsoir l'expert. Merci pour la présentation. Bien, allez. Je reviens sur la question du monsieur du Comore. Du Comore, oui. Oui. Dans ce cadre-là, compte tenu des difficultés et de tout ce que nous constatons sur le terrain, il est bien d'impliquer le service inspection et audit interne pour une vérification réelle sur le terrain et que le recouvrement, les réchelonnements ou les réchelonnements et aussi tout ce qui concerne les 3 mois de report ou les reports d'échéance doit se faire cas par cas. Et sans savoir que tout ceci a des influences sur la comptabilité, sur le SIG et sur même l'audit. Donc, le service d'exploitation de chaque institution de microfinance doit être réellement, je pense, être actif par rapport à cette activité. Ce n'est pas dans la globalité qu'on le fait, le report de ces échéances, mais ces échéances sont faites à partir d'une étude approfondie de la clientèle, de chaque client. Et je profite aussi que Ada a fourni une documentation réelle sur cette activité-là et que si chaque institution peut prendre connaissance de cette activité, de cette documentation, les demandes de report d'échéance et aussi les fiches qu'on doit tenir au niveau de chaque institution, ce serait une bonne chose. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cette précision. C'est important de savoir qu'on ne fait pas le report d'échéance parce qu'un client va demander ou bien parce que la Banque centrale le permet. Il faut vraiment analyser la situation parce que les agents peuvent exploiter ces situations-là à leur profit. Ça peut être un élément aussi de rendre le portefeuille attrayant alors que ce n'est pas comme ça. Donc, ce n'est pas la réalité. Donc, effectivement, il faut vraiment impliquer tout. Et effectivement, au niveau de la qualité des informations, si vous n'avez pas un SIG qui est adapté à la situation, comment modifier les échéances pour que ça soit vraiment dans votre base de données, ça va être difficile parfois. Donc, tout le monde doit être impliqué et qu'on doit, au cas par cas, effectivement, analyser la situation. Donc, je voudrais vraiment vous remercier tous pour cette participation. C'est une première expérience pour le cabinet FSH Perspective et je pense que nous avons fait de notre mieux pour vous donner satisfaction. Si vous avez besoin de nos services, nos informations sont là. Vous pouvez toujours nous contacter. Comme on le dit chez nous, avec le cabinet FSH Expertise, toutes les expertises sont à votre portée. Donc, faites-nous confiance, nous avons de l'expérience et nous avons la capacité de mobiliser d'autres experts pour vous donner satisfaction, et ceci à moindre coût. Merci pour la participation et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour d'autres discussions en lien avec la COVID ou bien d'autres thématiques. Merci, bonne soirée et à bientôt.